Ça a l'air au mois de septembre dernier, Alex, avec sa compagnie, il est vice-président de True Sun Solar Energy. Ils ont reçu un prix de leader communautaire de l'année. Félicitations. Il a reçu ça à cause de son travail remarquable visant à faciliter l'accès des municipalités et des communautés aux énergies renouvelables. Et True Sun et Solar Energy promettent fortement l'engagement du plus grand nombre de personnes possible dans la construction de l'avenir renouvelable pour le Nouveau-Brunswick. Il est reconnu aussi pour ses partenariats avec, imaginons, la péninsule acadienne, autrement, puis avec nous autres, IAS Éco-Énergie, afin d'offrir des rabais pour l'achat des panneaux solaires, en particulier pour des maisons et les propriétés commerciales. Puis on souhaite faire répéter la même chose à l'automne prochain. Ce partenariat a aidé la communauté, en particulier les membres de la communauté rurale, aux accès à l'énergie renouvelable à moins coût et à réduire les gaz d'effet de serre de 159 tonnes par année, aussi accroître l'indépendance énergétique. Alors, c'est un prix bien mérité, puis on est gâté d'avoir Alex ici avec nous autres aujourd'hui. Euh, je pense que tout le monde me connaît. Puis je vais arrêter le partage, puis je laisse la parole à Alex. Si tu veux présenter le plus, vas-y. Je laisse aussi si tu veux répondre des questions au fur et à mesure, ou on peut les entrer dans le chat, mais peut-être on peut, si ça va avec toi, Alex, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on pourrait peut-être juste laisser, si les personnes ont des questions, pour soit lever la main ou avec le petit symbole ou écrire dans le chat. On peut laisser ça assez ouvert. Oui, je pense que c'est le mieux étant donné qu'on n'est pas très nombreux. Si vous Oui, avez des questions pendant la présentation, vraiment, ben, vous n'hésitez pas à vous m'arrêter à ce moment-là. Comme ça, je peux vous répondre en direct et on n'oublie aucune information. Je vais juste partager mon écran. Dites-moi si vous voyez ma présentation. oui, très Parfait. bien. Alors, attendez, je vais juste changer ça ici. C'est comme ça, là, je verrai les questions. Donc c'est ça. Donc comme tu le disais, moi je représente la compagnie TrueSense. Donc on est établi dans le nord du Nouveau-Brunswick à Beresford, à côté de Bathurst. On est en opération depuis quasiment 5 ans maintenant et on est spécialiste de l'installation de panneaux solaires et d'énergie renouvelable. Donc vraiment une grosse centralisation sur le solaire, mais on fait aussi d'autres types d'énergie et tout ce qui va toucher à la transition énergétique. La compagnie Fusen est née d'un partenariat avec notre compagnie mère, qui est une compagnie beaucoup plus grosse, spécialisée dans l'importation de matériaux de construction. Donc, on s'est servi un petit peu de cette capacité d'importation, de ce savoir et de toutes nos connaissances avec les différentes usines qu'on peut travailler avec à travers le monde pour construire quelque chose au Nouveau-Brunswick qui va être rentable pour les personnes qui vont installer du solaire. Donc, quand on a démarré le solaire au Nouveau-Brunswick, on a notamment entendu beaucoup de stéréotypes et on essaye de les combattre un petit peu à chaque jour. Les premiers qu'on va recevoir sont est-ce qu'il y a assez de soleil au Canada? Aujourd'hui, ça tombe bien, on a une belle journée ensoleillée, donc c'est la journée parfaite pour faire un webinaire sur le solaire. Il n'aurait pas fait beau, j'aurais cancellé et je l'aurais décalé à une autre journée, là, parce que sinon ça marche pas bien. Blague à part, le Nouveau-Brunswick, il a un coefficient photovoltaïque qui va être équivalent à celui de l'Allemagne. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Allemagne, c'est le quatrième producteur mondial en termes d'énergie solaire. Ils ont été premiers pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ils ont été dépassés par la Chine, l'Inde et les États-Unis, qui sont des pays avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de surface pour installer des panneaux solaires. Donc, ils sont désormais quatrième. Mais comme on peut le voir, ça a été un des précurseurs en termes d'énergie solaire. Ça l'est toujours et on reçoit le même soleil que ce qu'ils vont avoir. Donc oui, on a assez de soleil au Nouveau-Brunswick pour installer des panneaux.
On va ensuite entendre le fait que le solaire, c'est bien, mais que c'est trop cher et que c'est pas vraiment rentable. Donc le solaire au Nouveau-Brunswick, c'est quand même une technologie qui est nouvelle. Donc le solaire en soi, c'est pas nouveau, mais l'application et les installations solaires, c'est vraiment très très récent. On était dans les premières compagnies à installer du solaire dans le nord du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus et plus les gens vont être à même de voir des installations solaires dans leur municipalité, chez leurs voisins, sur des commerces, ben, le plus on va adopter ces installations-là. Mais même avec ça, une adoption qui a été beaucoup plus tardive comparée à d'autres provinces, on peut voir que le coût de l'énergie solaire a énormément baissé depuis une vingtaine d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un système qu'on a installé en 2010, un système équivalent aujourd'hui est 82% moins cher. Donc, on voit que à chaque fois que le prix de l'énergie solaire baisse, le plus on va avoir de gens qui vont appliquer ces installations-là et le plus ça va devenir rentable parce que plus de gens l'installent, moins sa technologie est chère et donc ça fait effet boule de neige. Et ensuite, une des dernières choses qu'on entend souvent, c'est le solaire, oui, c'est bien, tout ce que vous voulez, mais est-ce que c'est vraiment écologique? Est-ce que le solaire, c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt? Donc oui, ça produit de l'énergie, mais il faut beaucoup d'énergie pour créer les panneaux, pour les transporter, etc. Donc là, on a fait une étude avec des ingénieurs en environnement. Et au Nouveau-Brunswick, il a été montré que l'énergie que les panneaux solaires vont produire durant toute leur vie, il suffit de seulement 1 an et demi pour que l'énergie qu'ils ont produit remplace le coefficient carbone qui a été nécessaire pour leur production, donc leur fabrication, leur transport et leur installation. Quand on sait que la durée de vie des panneaux, c'est environ 30 ans, on voit que pendant 1 an et demi, ils remboursent le coefficient carbone qui a été nécessaire à leur fabrication. Et ensuite, tout le reste, c'est de l'énergie verte qui est renvoyée sur le réseau. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres au Canada, 97% de l'énergie solaire, elle est produite en Ontario. Donc, on voit que vraiment, c'est le point central en termes d'énergie solaire. Il y a environ 43 000 systèmes solaires pour tout le pays. Et au Nouveau-Brunswick, l'énergie solaire, ça représente moins de 1% de la production énergétique. Donc, on voit qu'on est à 0,7 exactement. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le Nouveau-Brunswick se développe à ce niveau-là. Quand on parle de solaire, il y a des petites choses à savoir. On ne peut pas installer du solaire partout parce qu'il faut quand même respecter certaines petites choses pour que le système soit effectif et qu'il produise de l'énergie. Donc, l'orientation optimale, évidemment, ça va être plein sud. Le soleil va se lever à l'est, passer devant les panneaux solaires et ensuite se coucher à l'ouest. Donc, c'est là qu'on va maximiser le potentiel de productivité. On peut très, très bien les installer à l'est ou à l'ouest. Il y aura une production qui sera moindre comparée à si on était plein sud, mais ça fonctionne tout de même. La seule chose qu'on recommandera jamais, c'est orienter des panneaux au nord. Là, la production ne sera vraiment pas assez bonne et ce serait pas rentable d'installer un système de cette manière-là. Au Nouveau-Brunswick, l'angle idéal des panneaux solaires, ça va être à 42 degrés. 42 degrés, c'est ce qui va permettre de maximiser la productivité durant toute l'année. Nous, avec Prussen, on n'utilise pas de systèmes qui vont traquer le soleil ou qui vont changer leur angle pour la simple et bonne raison que on estime que les systèmes solaires, c'est des systèmes passifs. En d'autres mots, on les installe, on les touche plus, ils produisent de l'énergie. Quand on vient mettre un système qui va traquer le soleil ou changer son angle, on vient intégrer un composant mécanique dans un système qui était passif. À ce moment-là, les risques de briques au niveau de ces pièces mécaniques, spécialement ici, avec les températures très froides qu'on va avoir en hiver, ou les grosses chutes de neige qui vont avoir un impact sur la load. Donc, si votre système traque le soleil, mais qu'il y a beaucoup de poids dessus, ça peut abîmer ce matériel-là. La rentabilité et toutes les pannes qui vont être liées à ce système sont pas effectives. Donc, on préfère calculer un angle optimal sur l'année, on l'installe et on le touche plus. Ensuite, tout ce qui va être au niveau des systèmes au sol, on recommande toujours d'avoir une certaine distance par rapport au sol pour éviter qu'il y ait de la neige qui s'accumule et qu'il fasse de l'ombrage sur les panneaux. Et on recommande également l'utilisation de panneaux qu'on appelle bifaciaux. Donc bifaciaux, vous le voyez ici sur la petite canopie que j'ai derrière moi, c'est des panneaux qui vont produire des deux sens. On est habitué à voir les panneaux qui produisent dans la face avant.
mais le soleil, quand il tape au sol, il va se refléter. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Avec ça, le reflet du soleil va taper l'arrière du panneau et celui-ci va également produire. Bonne chose pour le Nouveau-Brunswick, le meilleur réfléchissant de la lumière, c'est le blanc. Ce qui veut dire qu'en hiver, on reflète quasiment 80% de la lumière solaire à l'arrière des panneaux. Donc, on va augmenter la productivité d'à peu près 20% du système comparé à des panneaux traditionnels. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut intégrer des panneaux solaires. Souvent, quand on pense aux panneaux solaires, tout le monde se dit, ben, je vais les mettre sur mon toit. Oui, c'est une solution, mais c'est pas la solution unique. Vous allez voir qu'il existe plein de moyens d'utiliser l'énergie solaire pour être très effectif en termes de productivité et aussi de rentabilité. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle le solaire passif. Donc, avec le solaire passif, ça va être l'angle et l'inclinaison qu'on va mettre des panneaux sur la maison qui vont permettre de maximiser ou minimiser le chauffage et la climatisation. C'est-à-dire que l'inclinaison des panneaux vont faire en sorte que le soleil d'été, quand il est très haut dans le ciel, ne va pas rentrer dans la maison, ce qui fait qu'on va limiter ses besoins en air climatisé. Et même chose en hiver, quand le soleil va être beaucoup plus bas dans le ciel, ben là, ça va permettre que les rayons passent à travers et réchauffent la pièce plus facilement. Donc là, on fait déjà ce qu'on appelle du solaire passif avec des revêtements muraux ou des canopées, des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi pas intégrer du solaire avec ça, parce qu'en plus d'avoir ce côté solaire passif, on va également produire de l'énergie en même temps. Comme je le disais tout à l'heure, une autre solution, ça va être le système au sol. Donc ça, c'est un système qui est le système pour produire le plus d'énergie possible au Nouveau-Brunswick. Les gros avantages, comme je le disais, c'est qu'on a un angle à 40 degrés. Quand on est en toiture, ben, souvent, on va être limité à la tilt de la toiture. Donc, quelle est l'orientation et le taux de pente de cette toiture-là. Au sol, on peut se permettre de mettre l'angle qu'on veut. On oriente le rack plein sud, comparé à quand on le met sur une bâtisse, là on va être limité en fonction de l'angle de la bâtisse. Et ensuite, ben, c'est extrêmement facile d'avoir un accès au système, donc beaucoup plus simple à installer. Donc ça, c'est vraiment le système qui va permettre de produire optimalement son énergie. C'est les systèmes qu'on va recommander quand on a de l'espace de disponible, parce que ça va nécessiter beaucoup moins de panneaux pour produire beaucoup plus d'énergie. On a aussi créé ce qu'on appelle les canopies solaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose énormément au niveau commercial et municipal, parce qu'on va utiliser ces canopies-là pour aussi relier des bornes de recharge. Comme je le disais, avec TrueSun, on est vraiment spécialiste dans la transition énergétique. Donc ça aussi implique les véhicules électriques. L'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'on ne va pas ajouter une nouvelle consommation électrique au bâtiment due à la borne, parce que les panneaux solaires vont permettre de compenser cette énergie-là. L'autre gros avantage, c'est que quand la borne n'est pas utilisée, parce qu'aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, le taux de remplissage des bornes, il est aux alentours de 10% à peu près. Donc, il y a énormément de temps où les bornes ne sont pas utilisées. L'énergie qui va être produite par les panneaux solaires va aller dans le building et va permettre de compenser tout ce qui va être consommation électrique pour les lumières, les ordinateurs, etc. On peut voir qu'il y a vraiment une demande qui devient de plus en plus importante au niveau des bornes de recharge, notamment grâce aux incitatifs que vous pouvez avoir grâce au gouvernement. Donc, on essaye toujours de se dire, ben, étant donné qu'au Nouveau-Brunswick, le réseau est quand même en surtension, on peut le voir notamment ces dernières années avec NB Power qui va faire souvent des messages quand on arrive au mois d'hiver, disant faites attention à votre consommation, réduisez cette consommation-là, par exemple en baissant de 2 degrés la maison, éteignez les lumières, les choses comme ça, c'est parce que notre réseau est en tension. Le problème des véhicules électriques, c'est qu'on ajoute encore plus de demandes sur le réseau. Donc, pour essayer de compenser cet excès supplémentaire en énergie, on a créé ces systèmes où on va fournir l'énergie grâce au solaire. D'autres utilisations sont aussi au niveau des lumières, parce que souvent, on va vouloir éclairer des environnements, mais qui dit installation d'une lumière classique veut aussi dire du travail électrique. Donc, par exemple, quand on fait un stationnement de même, ça va être soit des fils aériens pour relier les lumières l'une entre elles, ou alors des tranchées dans le sol. Ce
ce qui peut poser des problèmes quand on a un parking qui est fait tout en asphalte et qu'on veut installer des lumières après ça. Il faut défaire tout le parking, creuser ses tranchées, refaire l'asphalte et souvent on se retrouve à payer plus cher pour le parking que pour les lumières. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est des lumières solaires qui sont complètement indépendantes, c'est-à-dire que vous avez tout qui est construit à l'intérieur de ce cage ici et qui va permettre d'avoir une batterie, donc capter le soleil et ensuite fournir de l'éclairage la nuit. Ça peut être soit pour des applications commerciales, mais aussi résidentielles quand on a des longs driveways qu'on veut éclairer ça, mais plutôt que d'avoir des fils sur notre propriété ou alors sous terre sur des très longues distances, ici on a seulement un poteau à installer et la lumière par-dessus, ce qui permet ensuite d'avoir 3 jours complets d'autonomie sans le moindre soleil. Donc tout ça pour dire que quand on pense au solaire, on ne pense pas seulement à la toiture. Par exemple, pour vous donner une idée, un bâtiment de ce type-ci, on pourrait avoir plein d'applications différentes. On peut mettre ça évidemment en toiture, mais on peut aussi avoir des ombrières de stationnement solaire, des racks au sol si on a de l'espace, des lumières solaires, ou même certains projets, on a travaillé sur du revêtement mural solaire. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir un revêtement mural classique en PVC, on va mettre des panneaux solaires à la place, ce qui fait que ce revêtement mural-là va produire de l'énergie et en fait va se financer lui-même grâce aux économies qu'il réalise. Évidemment, la productivité ne va pas être aussi bonne que ce qu'on aurait sur un toit ou un rack, parce que comme je le disais, il y a toujours ce problématique de l'angle et de l'orientation, mais il va quand même produire, donc il va se financer par lui-même. Et dans 20 ans, 25 ans ou 30 ans, quand on voudra changer de revêtement mural, il se sera payé en fait grâce aux économies qu'il aura réalisées. Donc ça reviendra que le bâtiment n'aura pas payé pour son revêtement mural parce que l'énergie l'aura financé. Donc là, on parle des économies, mais comment ça marche? Avec NB Power, il y a ce qu'on appelle le programme de mesurage net. C'est la seule manière que ça a permis en fait de faire que le solaire est rentable au Nouveau-Brunswick. Sans ça, on n'aurait pas pu avoir une rentabilité, une performance financière avec les systèmes solaires à cause du climat qu'on a ici. La façon dont ça fonctionne, c'est que quand vous produisez de l'énergie, cette énergie-là retourne dans votre panneau électrique. Donc, vos panneaux solaires sont en train de produire de l'énergie. Cette énergie, cette électricité est envoyée dans votre panneau et va servir à compenser tout ce qui est luminaire, chauffage, tous les équipements électriques. Dans le cas où vous produisez plus d'énergie que ce que vous êtes en train de consommer, vous renvoyez ça sur le réseau de NB Power. Eux, ils vont calculer combien d'énergie revient sur leur réseau et ils vont vous faire un crédit. Et en fait, ce crédit-là, vous allez l'utiliser pendant les mois où vous consommez plus que ce que vous produisez. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que avec les systèmes qu'on installe, nous, on demande toujours 12 mois ou plus de consommation électrique pour savoir quels sont vos besoins. Parce que c'est important qu'on design un système selon votre consommation, parce que votre maison ne va pas forcément être la même que celle du voisin. Vous consommez peut-être 20 000 kWh, mais le voisin va en consommer 35 000. Donc, il faut faire un système en fonction de vos besoins. Ce qu'on va faire avec ça, c'est que l'énergie solaire qui va être captée pendant les mois d'été, où on produit le plus, va permettre d'emmagasiner beaucoup de crédits. Donc, on va produire beaucoup plus d'énergie en été pour faire des crédits et ces crédits-là vont être utilisés pendant les mois d'hiver. Ce qui fait qu'en fait, on devient autosuffisant à 100% sur notre consommation, mais ce n'est pas en temps réel, c'est en décalé. Parce que si on voulait être complètement autosuffisant avec des panneaux tout au long de l'année, il faudrait amener notre système d'une certaine taille pour qu'on compense nos besoins énergétiques en hiver, parce que c'est là qu'on consomme généralement le plus. Mais par contre, en été, notre système serait donc 2 ou 3 fois trop gros par rapport à notre consommation parce qu'on consomme moins. Donc, toute cette énergie-là serait perdue parce qu'elle n'est pas utilisée. Et au final, on investirait dans un système 2 ou 3 fois plus cher, parce que plus gros, pour juste compenser ces mois d'hiver-là. Avec le système de NB Power, ça nous permet d'avoir un système de la taille minimale possible et d'être autosuffisant à la même valeur sur une année. Il y a quelques petites règles à respecter avec ça. La capacité du système maximale va être de 100 kW. Donc là, on parle vraiment de systèmes qui vont être plus commerciaux et industriels parce que 100 kW, on s'entend que c'est des systèmes énormes de plus que 250 panneaux. Donc au niveau résidentiel, ça nous touche moins.
Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'installation d'un compteur bidirectionnel, ce qui va permettre à NB Power de voir combien vous renvoyez d'énergie sur leur réseau. Cette installation-là est faite par NB Power à la fin de l'installation du système. Et ensuite, tous les mois, il vous envoie un rapport pour vous dire combien vous avez consommé versus combien vous avez produit. Et ensuite, la propriété du système doit être détenue par la personne qui paye les factures d'électricité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louer du matériel solaire, il faut être propriétaire de ça. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai pris une maison un petit peu classique au Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez, ça, c'était des chiffres qui dataient de 2021. Cette propriété-là, il payait environ 1 900 $ d'électricité par an. Quand on regarde ce qu'il paye aujourd'hui, si on amène cette consommation-là en 2050, donc dans 30 ans, avec l'inflation, parce que tous les ans, NB Power augmente leurs tarifs, pour exactement la même consommation, la facture sera de 3 200 $ dans 30 ans à cause de cette inflation-là. Nous, quand on fait nos chiffres, on prend une inflation de 2,5% par an. Donc, quand on fait nos rapports, on envoie des analyses de performance, mais aussi des analyses financières. Donc, on va se baser sur une augmentation des tarifs de 2,5% par an. Si NB Power vient augmenter plus que 2,5% par an, comme l'année dernière, par exemple, quand ils ont augmenté de 8,4%, là, vous allez seulement trouver plus d'énergie. Nous, on essaye d'être conservateur dans nos chiffres. Donc, on a pris les augmentations des 10 dernières années, on a fait une moyenne et on utilise ça sur 30 ans. Il y a de très, très fortes chances que ça augmente de plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le réseau, comme je le disais, il est de plus en plus en flux tendu. On produit beaucoup moins que nos besoins, donc le prix de l'énergie augmente. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'augmentation sera de plus que 2,5%, ça veut dire que vous économiserez plus que ce qu'on avait prévu. Donc, pour cette maison-là, on peut voir qu'on projette des coûts d'opération sur 30 ans d'à peu près 72 500 $ sur 30 ans. Donc, on a installé des panneaux solaires du nombre de 28. Donc, comme vous voyez ici, on a installé les panneaux sur la toiture. La toiture n'avait pas une orientation idéale. On voit qu'on est plus sud-est, qui n'est pas mauvais, mais ça aurait pu être un petit peu mieux si la maison avait été orientée légèrement plus au sud. Et on voit qu'avec les panneaux qu'on a mis là, on compense à peu près 87% de leur consommation. Ce qui fait qu'on a amené leur facture énergétique au lieu de 1 800 $ à 246, pardon. Pas 2000, c'est un peu plus cher. Donc 246 $. Dans 30 ans, donc comme je le disais, l'énergie va augmenter, donc on passera à 821. Et vraiment, la grosse différence ici, on peut voir qu'au lieu de payer 72 500 $ d'énergie sur 30 ans, ils paieront seulement 14 735. Donc, des économies de 57 700 $ pour un système qui a coûté un petit peu moins que 25 000 $. Donc, on voit que censément, on va faire 57 000 moins 25 000. On a plus de 30 000 $ d'économie réelle, donc d'argent qui a été sauvé sur 30 ans. Donc, le système s'est financé 2 fois. Donc, une très bonne rentabilité. Nous, ce qu'on essaye de faire quand on calcule des finances, on essaye toujours que les systèmes soient rentabilisés, soient remboursés, entre guillemets, dans de 10-12 ans. Plus que ça, on peut installer le système, mais on dira aux clients que peut-être que la meilleure solution pour faire des économies d'énergie serait de regarder d'autres alternatives, comme de l'éolien, du chauffage à la biomasse ou des choses comme ça. Quand c'est en dedans de 10-12 ans, ben là, c'est parfait, c'est une rentabilité optimale. Il y a peu d'investissements aujourd'hui qui ont cette rentabilité-là, donc là, on est vraiment rentable. Plus que de l'économie, comme je le disais, il y a aussi un impact environnemental. Donc, le système que je vous ai montré là, de 28 panneaux, sur 30 ans, c'est comme si on avait planté 38 000 nouveaux arbres. C'est comme si on avait économisé 99 000 gallons d'essence, remplacé des ampoules par des LED de l'ordre de 8 844 et économisé 537 barils d'huile. Et toutes ces données-là que vous avez, elles sont cumulatives. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les 4 ensemble. Donc, on voit qu'il y a un énorme impact, même pour un système qui semblerait petit, de seulement 28 panneaux. On voit qu'au niveau de l'environnement, il y a un très, très, très gros impact. Ceci, ça s'explique notamment parce qu'au Nouveau-Brunswick, une grosse part de l'énergie qu'on consomme,
elle vient des énergies fossiles, comme le charbon par exemple. Donc, le fait qu'on remplace cette source d'énergie-là par de l'énergie verte avec le solaire, ben, ça a un énorme impact au niveau environnemental. Donc, comment ça se passe quand on est intéressé par le solaire et qu'on souhaite aller un petit peu plus loin dans cette démarche? Nous, ce qu'on propose, c'est de faire des analyses préliminaires. Donc, ces analyses-là, elles sont complètement gratuites. On ne charge aucun frais pour ça. Les seules choses qu'on a besoin pour faire ces analyses-là, c'est l'adresse du projet, évidemment, pour savoir où est-ce qu'on va l'installer, parce qu'on va prendre plein de données, comme les données météorologiques de cet emplacement. On va designer tout l'environnement, donc s'il y a des arbres, s'il y a des poteaux pour faire de l'ombrage, des choses comme ça, ben, on va prendre tout cela en compte. On a besoin de 12 mois de consommation électrique, parce que c'est important, comme je le disais, d'avoir un système de la taille de vos besoins et de votre consommation. Donc, au minimum 12 mois de consommation électrique, à part si c'est un nouveau bâtiment. Là, on va faire des études de savoir quels vont être les équipements qui sont consommés et on fera un système de cette façon-là. Et des photos du panneau électrique et du compteur de ND Power. Comme ça, nous, on peut regarder au niveau électrique comment brancher le système. On fait cette analyse-là, on l'envoie et ensuite, le client peut prendre une décision éclairée parce que le rapport qu'on lui envoie fait une vingtaine de pages avec toute la partie production énergétique, la partie rentabilité et la partie écologique. Si le client décide d'aller de l'avant, on commence le process. Donc, au niveau du process, on fait une application au programme de mesurage net. Donc, ça, c'est le programme avec ND Power qui vous autorise à renvoyer de l'énergie sur le réseau. On assiste le client pour toutes les applications au niveau des programmes d'incitatifs du fédéral et du provincial. Aujourd'hui, il existe 3 incitatifs. Au niveau provincial, vous pouvez aller chercher jusqu'à 5 000 $ d'incitatifs. Au niveau, 3 000 $. Au niveau fédéral, c'est 5 000, donc un total de 8 000 combinés. Pour avoir ces incitatifs-là, il faut faire un audit énergétique. Donc là, il y a 4 compagnies au Nouveau-Brunswick qui sont certifiées pour faire ces audits-là. Vous contactez une de ces compagnies, ils viennent dans votre maison, ils font un audit et grâce à ce rapport-là, vous pouvez faire les demandes d'incitatifs. Ces incitatifs-là servent aussi pour l'installation de thermopompes, faire l'isolation des fenêtres, changer le système de chauffage, etc. Et évidemment, le solaire. Et le dernier incitatif, et pas des moindres, c'est le gouvernement fédéral qui, pour l'instant, la fin de cette session est en mars. Donc, toutes les applications qui seront approuvées avant mars sont assurées d'avoir ce financement-là. Ensuite, peut-être qu'en mars, ils vont lancer une nouvelle ronde, mais on a toujours pas de certitude là-dessus. Donc, on recommande toujours les gens qui sont intéressés de le faire maintenant parce qu'il reste pas beaucoup de temps. C'est que le fédéral propose 40 000 $ de financement. C'est-à-dire qu'il vous prête jusqu'à 40 000 $ remboursables sur 10 ans et sans intérêt. Donc là, c'est vraiment un très, très bel atout pour installer du solaire parce que techniquement, c'est comme si le gouvernement finançait votre système et vous n'avez pas d'intérêt à payer là-dessus comme vous en auriez par exemple avec la banque. Une fois que tous ces documents administratifs sont faits, on peut commencer l'installation. Le système est installé. Avant qu'on puisse le brancher, on est obligé de le faire inspecter par la sécurité publique du Nouveau-Brunswick parce que pour s'assurer qu'il est aux normes du code électrique et que l'énergie qu'on va renvoyer sur le réseau est faite correctement. Une fois que l'inspection est faite, ND Power vient, change votre compteur pour un compteur bidirectionnel et on peut allumer le système. Et ensuite, vous commencez tout de suite votre production énergétique. Je vois qu'il y avait une petite question ici par rapport à tout ce qui est les économies d'énergie et le crédit d'ND Power. Donc, la façon dont ça fonctionne avec ça, c'est que la fin de l'année fiscale de ND Power, c'est le 31 mars. Donc, en gros, le calcul des crédits se fait du 1er avril jusqu'au 31 mars. Et à la fin de l'année fiscale, donc au 31 mars, s'il reste des crédits en balance, c'est remis à zéro. C'est pour ça que c'est important qu'on design le système en fonction de vos besoins pour pas avoir un système trop gros. Parce que si, par exemple, vous consommez 20 000 kWh à l'année et qu'on fait un système qui va produire 30 000, mais à la fin, il va vous rester 10 000 kWh en balance.
donc l'équivalent à peu près de 1000 $ d'électricité à 10 cents du kilowattheure, mais ces 10 000-là sont remis à zéro. Donc, toujours important pour nous de designer le système en fonction de vos besoins pour ne pas investir dans un système trop gros. La possibilité qu'on a et qu'on offre toujours, c'est qu'on va toujours essayer d'aller à 100%. Et si vous, dans le futur, vous dites, ben, je voudrais peut-être avoir un véhicule électrique ou je pense à faire installer une piscine chauffée, etc. Ben là, on installera un ajout au système. Donc, on va designer le système pour être capable de prendre un peu plus de panneaux dans le futur. Comme ça, si jamais il y a une augmentation de la consommation, ben, on peut facilement ajouter des panneaux. Mais on ne les met pas dès le début pour pas que vous perdiez ce crédit à la fin de l'année. Alex, si je Oui, peux ajouter là-dessus, euh, parce que nous autres, chez nous, on a la mesure raisonnée. Puis, nous avons pris l'habitude qu'on produit de l'électricité, de s'en servir autant que possible, charger nos véhicules électriques, faire le lavage pour éviter que, parce que quand il y a un crédit, on est chargé de taxes dessus. Alors, c'est ça qu'on a comme autant que possible. On va faire le lavage comme aujourd'hui. On fait le lavage présentement dans la maison. Puis, on charge des véhicules. exactement, c'est ça. Parce que NB Power est obligé de vous charger de la taxe sur ce que vous renvoyez, donc seulement sur ce qui est renvoyé, pas sur ce que vous consommez. Parce que sur ce que vous consommez, ben, eux, ils ne le voient pas, étant donné que c'est directement dans votre panneau électrique. Donc, la seule chose qu'ils voient, c'est que vous tirez moins d'énergie de leur réseau. Par contre, tout ce que vous poussez sur leur réseau, étant donné que eux, cette énergie-là, ils vont l'utiliser. Donc, ils vont l'utiliser pour compenser de l'énergie ailleurs. Il faut qu'ils justifient de où a été créée cette énergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la taxe qui est chargée là-dessus. Après, on s'entend que c'est vraiment minime, étant donné que c'est que seulement sur ce que vous renvoyez et que c'est 15% de taxe. Sur une année, ça représente un faible montant, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours d'avoir le système sizé, designé de la bonne taille pour pas payer trop de taxes dessus sur ce qui est renvoyé et surtout pour pas perdre ce crédit parce que tout ce crédit-là, ça veut dire que ça a été produit par le système et ça veut sans doute dire que le système était trop gros au départ, donc vous avez investi entre guillemets pour rien parce que vous ne pouvez pas récupérer cette énergie à la fin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Il y a des commentaires, Alex. Lauren a écrit nous, au Horn Bay, planifier de planter des plantes avec des fleurs blanches sur nos panneaux pour essayer de capturer le plus d'énergie que nous sommes capables. Oui, c'est ça. Donc, toujours, il faut faire attention quand on va faire du paysagisme autour des panneaux, ben, c'est de s'assurer par contre qu'à l'inverse, les plantes qu'on va mettre ne vont pas créer de l'ombrage en avant des panneaux. Donc, toujours bien s'occuper de ça. Mais oui, définitivement, le fait d'avoir du blanc en dessous des panneaux ou aux alentours va permettre d'avoir une meilleure réflexion solaire en été, parce qu'en hiver, ben, ce sera très probablement recouvert de neige, donc là, il n'y aura pas de problème. En été, un gazon, là, de la pelouse verte, va refléter le soleil d'environ 30 à 40%. Donc, c'est sûr que si on a des fleurs blanches, on aura un petit peu plus de réflexion, donc on augmentera légèrement la productivité. Et en plus, ben, ça fera un système qui sera assez beau parce qu'il y aura des fleurs autour. Donc, c'est beau visuellement et ça permet de produire un petit peu plus. Puis, Jimmy, une question semblable. Est-ce qu'il existe une solution pour augmenter la capacité de réflexion de lumière au soleil durant des périodes non hivernales pour que le verso des panneaux puisse recevoir une quantité maximum? C'est quasiment la Donc, même question. il y a des choses qui sont faites effectivement et on a même nous de notre bord fait des tests. Donc par exemple, quand on installe ça sur un terrain, que ce soit de l'asphalte ou en gravier, on peut peindre en blanc cette partie-là. La seule chose avec ça, c'est que ben, évidemment la peinture va pas durer toute la vie et il y a aussi cet impact environnemental de quel type de peinture on utilise. Donc là, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais techniquement, le
peu de productivité, on va dire, que vous allez faire grâce à cet ajout de réflexion solaire, au niveau financier, risque de ne pas être rentable par rapport à ce que ça va coûter en termes de peinture ou d'une installation en aluminium en dessous pour encore plus refléter et le temps que vous allez passer à ça. Donc, c'est vraiment, euh, quand on parle de système immense et qu'on cherche à avoir vraiment une performance très, très optimale, oui, ça peut avoir un impact, notamment sur une toiture plate où on va choisir, par exemple, la membrane de la toiture blanche pour maximiser ça. Quand on parle au niveau résidentiel, l'intérêt est vraiment moindre parce qu'il y a quand même cette réflexion solaire qui va arriver, quoi qu'il arrive, l'été comme hiver. Donc, moi, personnellement, je recommanderais de le laisser tel quel. Vraiment, ce qui va être plus important, c'est de maximiser l'environnement des panneaux. Donc, s'assurer qu'on n'a pas des arbres qui vont faire de l'ombrage ou alors qui vont être à proximité, que beaucoup de feuilles vont tomber sur les panneaux et donc limiter cette performance. C'est plus sur ces détails-là que je pense qu'il est préférable de s'attarder pour maximiser la performance. Jimmy, est-ce que ça répond à ta question? Je vois ta main. Oui, je voulais juste ajouter, est-ce qu'il y a des solutions qui sont considérées par rapport à des systèmes de miroirs ou quand je faisais de la recherche autour des panneaux solaires, il y avait beaucoup de ces nouvelles tendances-là de réflexion avec miroir. Est-ce que vous avez des exemples comme ça déjà en place ou Oui, c'est ça. Donc, ben, ça fait partie des tests qu'on a fait à petite échelle, nous, pour voir la différence. Effectivement, oui, vous allez avoir plus de réflexion solaire. Par contre, la problématique avec les miroirs, c'est qu'il y en a deux. Le coût d'achat, de mettre des miroirs en dessous, qui va pas être rentabilisé par le gain d'énergie. C'est-à-dire que la réflexion que les miroirs vont apporter ne va pas apporter assez d'énergie pour rembourser ces miroirs-là, notamment en hiver, parce que ben là, encore une fois, ils vont être enneigés, donc on pense que pendant 2-3 mois de l'année, ils serviront à rien parce qu'il y a de la neige par-dessus. Ou alors, si vous les déneigez, ben là, on parle d'un coefficient de temps qui va être nécessaire d'aller pour déneiger ces miroirs-là. Donc, au Nouveau-Brunswick ou au Canada en général, il n'y a pas d'application autre qu'en toiture plate, quand on est sur un toit plat, que de peindre le toit en blanc ou d'avoir une membrane blanche. Là, oui, ça a un intérêt et le coût est minime. Quand on passe d'une membrane grise à une membrane blanche, par exemple, il y a des fois pas de coût, des fois un petit coût additionnel, mais très minime. Quand on parle d'installation au sol, il n'y a pas d'applications qui vont faire que ça produise assez pour rentabiliser ce qu'on a mis en dessous. Tu as une autre question, Jimmy? juste un suivi par rapport, on a parlé beaucoup du verso des panneaux, mais est-ce que sur la surface supérieure, ça pourrait être profitable d'avoir ce genre de système-là dans le cas où tu n'aurais pas l'angle effectif ou tu n'as pas le positionnement de la maison optimal, puis tu pourrais faire rebondir cette lumière-là dans le bon angle sur les panneaux. Est-ce qu'il y a des exemples d'augmentation d'efficacité qui sont significatives? Ben, là, ça va être du cas par cas parce que ben, il va falloir avoir un moyen de pouvoir renvoyer cette lumière-là sur les panneaux. Quand on est en toiture, ben, généralement, le fait de vouloir créer un angle, ça va créer d'autres problématiques qui sont des problématiques d'ordre structurel parce que vous voulez pas avoir quelque chose qui va faire comme une voile de bateau où tout le vent va s'infiltrer dedans et va ensuite arracher le système. Donc oui, ça peut se faire et oui, des fois, on a des moyens aussi. On a déjà fait certains systèmes où on a créé un angle qu'il n'y avait pas sur la toiture, mais que nous, la façon dont on l'a installé. Mais là, comme je le disais, c'est du cas par cas en fonction de comment on peut s'ancrer, quel est le type de la toiture. Mais oui, il y a des solutions qui existent. Et ça, c'est des choses qu'on fait, nous, à notre niveau, quand on fait l'analyse préliminaire. Donc, quand, par exemple, soit il n'y a pas d'espace ou alors qu'on voit une façon de le faire, ben, on va proposer ces solutions alternatives pour maximiser la performance. Bon, il n'y a pas d'autres questions, je ne pense pas. On peut continuer. Ben moi, de mon côté, c'était tout. Là, j'ai vraiment passé un petit peu tout ce qu'on a besoin de savoir au niveau de solaire et les questions qu'on se pose le plus. Donc vraiment, si vous avez d'autres questions, vous avez des commentaires, des choses comme ça, surtout profitez de ce temps-là.
Il n'y a pas de questions idiotes. Toutes les questions sont bonnes à poser. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vois la main élevée de Jimmy. Vas-y, Jimmy. Oui, désolé, je ne veux pas ramener toute l'attention, mais j'ai beaucoup de questions quand ça vient à l'énergie. Ben, Euh, c'est fait pour ça. Comme vous êtes une compagnie solaire, évidemment, votre pain puis le beurre, c'est dans l'installation des systèmes solaires. Mais comme vous le savez possiblement, il y a une pyramide d'énergie qui existe là, pour la priorisation des solutions en termes d'économie d'énergie ou de production. Puis, c'est souhaitable de commencer par la conservation d'énergie, des solutions d'efficacité énergétique. Dans vos pratiques d'entreprise, vous, est-ce que vous participez à ça, conseiller les clients de commencer à la base de la pyramide avant d'investir dans un système d'énergie renouvelable si, dans le fond, ils ont beaucoup de pertes déjà au départ? Est-ce que c'est préférable d'éliminer ces sources de perte d'énergie-là pour mettre le système à l'échelle juste de leur consommation réelle, leurs besoins réels de foyer, là? C'est exactement ça, en fait. Nous, la première chose qu'on va dire aux clients, c'est ça, c'est avant de vouloir compenser cette énergie-là que vous utilisez. Donc, par exemple, vous m'envoyez votre consommation énergétique sur un an. Nous, on va vous demander, et ça, vous le faites aussi de votre côté généralement, parce que pour obtenir les incitatifs du gouvernement, il faut faire un audit énergétique. Donc là, il y a vraiment une compagnie même qui va vous dire exactement point par point là où vous perdez de l'énergie, que ce soit en termes d'isolation ou de choses comme ça. Donc nous, c'est de dire, est-ce qu'il y a déjà tout qui a été fait ou tout ce que vous vouliez faire en termes de réduction énergétique. Donc par exemple, si vous me dites, ah ben je prévois de refaire mon isolation au complet ou de switcher mon chauffage électrique au sol par des thermopompes, ben on va vous dire, ok, donc on va prendre ces modifications-là en compte pour réduire, comme vous disiez, la taille du système. Parce que l'objectif en soi, c'est pas de dire ah je mets des panneaux solaires pour pouvoir consommer plus. Ça irait un petit peu à l'encontre de pourquoi on installe des panneaux. Donc vraiment nous l'idée c'est de dire est-ce que tout a été fait ou tout ce que vous vouliez faire a été mis en place et si oui donc là ok le système est de la bonne taille. Si jamais il y a des choses qui vont être faites, ben là, faisons ces choses-là pour qu'on puisse réduire la taille du système. Parce que, évidemment, si vous souhaitez refaire de l'isolation, ça va avoir un impact sur votre consommation. Et donc, par effet ricochet, vous allez avoir besoin d'un système d'une taille moindre. À la même échelle, quand les panneaux sont installés, on dit toujours aux clients, c'est pas une raison que vous ayez des panneaux pour ensuite dire, OK, ben, je laisse la fenêtre ouverte avec le chauffage à fond, j'éteins plus mes lumières. Vraiment, on essaye d'inculquer une certaine philosophie et c'est pour ça que moi, dans ma présentation, je montre toujours cet aspect économique, mais aussi cet aspect écologique. Parce qu'il y a vraiment les deux pour nous qui vont de pair. L'un va pas sans l'autre. Évidemment, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre et la majorité des gens qui nous contactent, ça va être parce qu'ils souhaitent faire des économies d'énergie. Mais le but, c'est aussi d'avoir un impact environnemental. Donc, on recommande toujours que même si vous ayez des panneaux, c'est toujours bon d'avoir cette réflexion-là de comment je peux réduire ma consommation. Et des fois, c'est des gestes tout simples. Rien que le fait d'éteindre les lumières en sortant d'une pièce ou alors de ne pas chauffer des endroits à 20 degrés alors que je passe qu'une heure par semaine dans cette pièce-là. Donc, tous ces petits gestes qui vont avoir un impact sur votre consommation, donc votre facture électrique, sur le système que vous allez avoir, parce que plus vous consommez, plus il faut un système important pour compenser ça, et évidemment sur l'environnement, parce que le plus on consomme, le plus on a d'impact. Ben, bravo, parce qu'il y a bien des compagnies qui sont juste là pour vendre, ils n'ont pas cet incitatif écologique-là. Donc, bravo, je vous lève mon chapeau pour ça. Non, mais merci, ça fait plaisir et vraiment, ben, c'est une des choses aussi quand nous on fait les analyses, ça nous arrive très 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 régulièrement que nous la recommandation qu'on donne aux clients c'est de pas installer du solaire parce que comme je le disais, il y a des fois ça marche pas. Soit la maison va être mal orientée, soit la consommation va être extrême à cause d'autres problématiques. Donc on va leur dire ben par exemple, vous avez une déperdition énergétique de 70% à cause de l'isolation. Avant d'investir 30 000 dollars dans un système solaire, peut-être investissez un 10 000 dollars dans la réfection et l'enveloppe de la maison pour refaire l'isolation. Parce que d'une,
ça vous coûtera moins cher en énergie, et de deux, le système sera moins gros. Et il y a des fois, ben, ça arrive qu'on dise tout simplement, il n'y a aucune solution pour vous en termes de solaire parce que la maison est tout simplement mal orientée ou il n'y a pas d'espace. Donc, nous, notre recommandation serait d'aller avec d'autres systèmes. On est bien heureux quand on peut installer, mais on préfère aussi dire aux clients et toutes les personnes qui sont intéressées dans ce système-là quand c'est pas bon pour eux parce que d'une, ça fait un dommage pour l'entièreté de l'industrie parce que quand vous allez installer des panneaux qui forcément peut-être sur cette adresse aurait été pas la bonne stratégie, ben, vous allez le dire à tout le monde, ah ben moi les panneaux ça marche pas, ils produisent pas, etc. Donc ça fait vraiment du mal à tout le monde. Alors que par contre, si on les installe et que ça produit comme on vous l'a dit, ben là c'est une bonne publicité pour l'industrie au complet, pas seulement pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça aussi que quand on fait des rapports, on fait un rapport qui est assez complet, d'une quinzaine à 20 pages, et qu'on détaille un petit peu tout ce qu'on fait. Comme je le disais sur NB Power et l'inflation que nous, on utilise dans nos chiffres, le 2,5% par an, on essaye d'être conservateur parce que oui, on pourrait vous dire, ah ben nous, on a pris un chiffre de 8% d'augmentation par an. Mais ça va peut-être pas être le cas. Donc oui, vous allez avoir des économies sur le papier qui vont être énormes. Et en réalité, NB Power va peut-être augmenter de seulement 4%. Et donc, vous allez économiser moins que ce qu'on avait prévu. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pas être déceptif. On préfère vous dire que vous allez économiser 1500 et que finalement, vous économisiez 1008 que l'inverse, vous dire que vous allez faire 1008 et au final, vous faites pas 1000. Donc, c'est vraiment important parce que c'est quand même une industrie qui est encore nouvelle. C'est assez récent. Donc, on veut vraiment faire des bases solides parce que nous, on est certain que ça fonctionne quand c'est fait de la bonne manière. Donc, on veut s'assurer de le faire de la bonne manière pour pas créer ce sentiment que les gens disent c'est pas rentable ou c'est des systèmes qui marchent pas ici. Moi, j'ai une question. Ça fait plusieurs années que nous autres, on a des panneaux solaires, Oui. puis on les adore, on est fiers de les avoir là. Euh, Ma question, c'est à propos quand il y a je donne un exemple, quelques années passées, il y a eu du verglas, puis là, le lendemain, il y avait pas d'électricité, puis il faisait du soleil. Puis les panneaux produisaient de l'électricité, mais quand il y a une panne d'électricité, nous autres ici à la maison, on n'a pas d'électricité. Puis ma question, c'est à propos de comme des batteries. Pour nous autres, dans notre cas, nous autres, c'est le congélateur, peut-être la pompe à eau, euh, des choses essentielles. Comme pour une couple de journées, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir le four. Alors, des types de batteries existent. Je vois souvent sur Internet des batteries, je pense que ça vient de Chine. C'est pour 3 000 4 000 La question que je pose, comment on peut calculer qu'est-ce qu'on a besoin pour quelle sorte de batterie qu'on a besoin pour pas tout de suite avoir, comme on n'a pas besoin pour une couple de journées, mais comme on garde des Tesla Wall qui coûtent plus que 10 000 c'est beaucoup d'argent. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de regarder peut-être des batteries plus petites ou est-ce qu'ils ne sont pas capables à cause de la quantité d'énergie que ça a besoin? Et puis ces petites batteries ne sont pas capables si on veut juste brûler. C'est ça que je ne sais pas fort en physique. Puis j'ai une deuxième question après ça. OK. Alors, pour répondre à cette question-là, d'abord, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que c'est important de mentionner ça aussi. Il y a deux grandes familles, ben, techniquement trois grandes familles quand on installe du solaire. Il y a la famille du off-grid, hors réseau. Donc là, ça va être votre cottage, le petit camp dans les bois, etc., qui n'est pas relié à NB Power. Donc là, on est complètement hors réseau, c'est-à-dire que nos panneaux produisent de l'énergie, ils envoient ça dans le panneau électrique pour compenser les équipements. Par contre, pas de soleil égale pas d'énergie. Donc là, on est obligé d'avoir de la batterie pour avoir de l'électricité la nuit et les journées sans soleil. Première famille. Deuxième famille, le système de mesurage net sur le réseau qu'on appelle on-grid. Donc ici, ben, c'est le système que vous avez là. Vos panneaux produisent de l'énergie, ils renvoient ça sur le réseau, enfin dans votre panneau, s'il y a un excédent, c'est sur le réseau. Par contre, s'il y a une coupure de courant,
ça coupe le lien entre le réseau et les panneaux parce que vous ne voulez pas renvoyer de l'énergie sur le réseau pendant une coupure parce que ça pourrait blesser les travailleurs d'Endy Power qui sont en train d'être sur la ligne pour réparer ça. Donc, ça coupe automatiquement les panneaux, ce qu'on appelle un système de rapid shutdown qui, quand le panneau solaire ne reçoit plus le courant d'Endy Power, ça coupe la production. Donc là, on se retrouve, comme vous le disiez, une journée avec du soleil, mais coupure de courant, ben, ne se produit pas. La troisième famille, qui est les systèmes hybrides, en fait, ça permet d'avoir cette production énergétique même pendant une coupure d'Endy Power. On fait ce qu'on appelle un auto-transfer switch, un petit peu comme les systèmes Generac que vous auriez avec une génératrice, qui fait que les panneaux continuent de produire de l'énergie. Par contre, ils ne renvoient rien sur le réseau. Ils envoient ça dans le bâtiment pour compenser les équipements électriques ou dans une batterie. Donc là vient le point de la batterie. Donc déjà, le point de est-ce que je choisis un système sur le réseau ou un système hybride? Nous, la question qu'on pose aux clients par rapport à ça et aux personnes intéressées dans le système, c'est quand est-ce qu'était votre dernière coupure de courant avec Endy Power et combien de temps elle a duré? Si vous me dites, moi, ma dernière coupure Endy Power, c'était il y a 5 ans et ça a duré 20 minutes, là, je vais vous dire, ben, nous, je ne recommanderais pas d'installer des batteries parce que ça a un coût additionnel qui est beaucoup plus cher. Pourquoi c'est beaucoup plus cher? Parce que, au contraire d'un camp où on va avoir ça dans son camp dans les bois, quand on est sur le réseau d'Endy Power, il y a le code électrique qui vient en place et qui va être assez strict sur ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Donc, quand on veut un système hybride dans une maison, il faut ajouter un auto-transfer switch, donc un boîtier qui va faire cette communication entre le réseau, la maison et les batteries. Il faut ajouter des batteries. Si les batteries sont dans la maison, elles ont besoin d'être dans un enclos à l'épreuve du feu. Donc, ça ajoute un coût additionnel. Si c'est hors de la maison, donc dans un garage par exemple, ou dans un shed, des choses de même, il faut qu'il y ait une certaine température. Parce que si ma température diminue à moins que 10 degrés Celsius, on perd énormément en autonomie. Donc la chose qu'on fait quand on fait des systèmes qu'on appelle hybrides, c'est qu'on demande aux clients quel type d'équipement vous souhaitez être capable de faire fonctionner sur vos batteries. Donc là, ça en vient à ce qu'on appelle les critical loads, donc les équipements critiques. Et là, on va sélectionner. Si vous me dites, ben moi, je veux juste quelques lumières, un light pump et ce frigidaire-là, on calcule combien de temps vous voulez que ça dure. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et en fonction de ces réponses-là, on est capable de définir la taille des batteries qu'on a besoin. Si vous me dites, ben moi, je veux que ma maison au complet fonctionne pendant 3 jours, ben ça prendra 5 fois plus de batteries ou des batteries 5 fois plus puissantes que si vous me dites, je veux quelques lumières et un frigidaire. Donc là, c'est important en fait qu'on s'assoie et qu'on définisse quels sont les besoins qu'on veut être capable de subvenir pendant une coupure électrique. Mais en général, pour vous donner un ordre d'idée, quand on installe un système avec des batteries, ça coûte environ 50 à 70% plus cher qu'un système classique juste sur le réseau. Alex, dans le cas, tu sais, il y a des batteries que tu peux juste, comme, disons, tu sais, il y a une tempête qui s'en vient demain, hein, puis tu branches ça dans une prise, dans un mur, puis c'est une batterie que tu charges à l'avance. Pour, comme, vous avez bien dit, comme, c'est compliqué, ça coûte plus cher, puis et ça prend un autre ordinateur parce que c'est un système hybride. C'est là que nous autres, on ne veut pas l'avoir, cette chose-là. Mais c'est des batteries qu'on trouve maintenant sur le marché que tu dis que, OK, tu peux te brancher dans le mur pour. Tu n'as pas besoin même d'avoir les panneaux solaires, mais disons, dans notre Ouais. cas, nous autres, on peut Donc, brancher ça dans le mur avant la tempête quand il y a du soleil. Puis là, on serait à la preuve après, comme disons, il y a une coupure d'électricité. Mais est-ce que ces batteries-là vont fonctionner assez pour, comme pour des réfrigérateurs ou des pompes à eau ou des choses essentielles alors, les batteries de même qu'on installe en direct dans le mur et qui renvoient l'énergie, au Oui. Nouveau-Brunswick, c'est pas légal. Normalement, on n'a pas le droit d'installer ça parce que c'est pas au code électrique de Ah, renvoyer de l'énergie. On peut en trouver sur Internet, Amazon ou des choses comme ça, mais techniquement, on n'a pas le droit de s'en servir. L'option qu'il existe,
c'est qu'on a des systèmes comme des génératrices, mais des systèmes qui vont être solaires, donc des génératrices solaires. Et comme vous disiez, on n'est pas obligé d'avoir le solaire. Et là, on viendra en fait brancher des équipements en direct dans cet équipement-là. Je vais juste vous montrer si j'ai une photo ici. Donnez-moi juste une seconde. Ici. Donc là, ça permet, ça c'est un petit peu la solution annexe pour avoir de l'électricité sans avoir à investir beaucoup plus dans le matériel parce que, comme je le disais, c'est beaucoup plus cher quand on veut que le matériel soit intégré. Mais en gros, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez mon écran là ou c'est toujours sur la présentation? OK, oui, on le voit. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, c'est une batterie portable avec un inverteur. Donc, ça fait un peu la taille d'une génératrice. C'est sur roue pour pouvoir le déplacer facilement. Et ça, en fait, ça nous permet de pouvoir stocker de l'énergie et pouvoir créer aussi de l'énergie grâce aux panneaux solaires parce qu'on peut brancher les panneaux en direct. Par contre, on ne peut pas brancher ça. On pourrait le brancher dans le panneau électrique, mais là, encore une fois, dès qu'on le branche dans le panneau électrique, on devient responsable de l'électricité du bâtiment, donc il faut être soumis au code. Ou alors, pour se soumettre à ça, en fait, on peut brancher directement les équipements dans cette machine-là. Donc ça, ce serait la solution alternative la moins chère pour le cas de je veux avoir un backup d'énergie pendant une coupure sans avoir à investir dans tous les équipements de sécurité qui viennent avec si je veux que ma maison soit hybride. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui, super, oui. Euh, des- j'ai entendu parler aussi si vous avez un véhicule électrique, que ça s'en vient des prises qui va dans les deux sens. Ouais. Alors, comme la batterie que tu viens juste de mentionner, là, est-ce que c'est soulevé de venir? Parce que ça, c'est une autre solution que nous autres, qu'on a pensé Donc, d'avoir par exemple, ici. le F-150 électrique de Ford propose ça déjà. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser un petit peu cela, c'est comme si vous aviez cet équipement, mais c'est construit déjà dans le Ford. Et là, vous pouvez renvoyer l'énergie dans votre panneau électrique de la maison parce que Ford propose avec son véhicule un auto-transfer switch. Donc, vous avez en fait cet auto-transfer switch-là qui vous permet de renvoyer de l'énergie dans le panneau électrique et donc de compenser votre maison. Mais pour l'instant, il y a peu de véhicules qui le font, c'est surtout les gros trucks parce que ça prend énormément d'énergie. C'est sûr que si vous voulez compenser des luminaires ou des petits équipements, une prise pour brancher son téléphone, ça utilise peu de pouvoir. Mais dès que vous allez vouloir mettre les réfrigérateurs, congélateurs, le chauffage, là, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et au final, même en ayant la batterie du truck, qui est une grosse batterie, vous allez avoir une autonomie qui va être assez faible. Et après, il faut toujours penser aussi que l'utilisation de cette énergie que vous avez dans la batterie du véhicule, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour utiliser votre véhicule. Donc, il faut faire attention à ça aussi, c'est que si vous drainez toute l'énergie de la voiture, après, vous ne pourrez plus utiliser le véhicule non plus. Donc, c'est des petites choses à prendre en compte là-dessus, mais oui, vraiment, toute l'industrie s'en va dans ces types-là, où ce serait un petit peu ce qu'on appelle des maisons intelligentes qui permettraient de prendre l'énergie du véhicule, renvoyer de l'énergie dedans, etc., et que tout fonctionne en symbiose. Il y a même des études qui sont en train d'être faites actuellement, notamment aux États-Unis, où ils sont en train de créer des quartiers comme ça, donc les Smart Neighborhoods. Il y avait un projet pilote comme ça qui devait se faire chez Diac, mais pour l'instant, je sais qu'il y a eu des petits soucis et ça n'a pas encore été fait. Mais en gros, l'idée avec ça, c'est que toute l'énergie d'une maison qui n'est pas utilisée sera envoyée dans la maison du voisin qui, elle, est utilisée et inversement. Et en fait, tout le quartier fonctionnera en symbiose. Donc, on est en train de, quand je dis on, pas nous personnellement, mais l'industrie s'en va dans ce sens-là, effectivement. Super. Et déjà, après 1 heure, euh,
Au moins qu'il y ait une petite question. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Non? OK. Un gros merci. Je suis content qu'on ait assez partenaires avec vous. Vous avez donné beaucoup d'informations, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions à faire. Super, merci. Beaucoup apprécié. Bravo. Et puis, je pense qu'on va continuer à essayer de travailler avec vous autres là-bas dans le nord, avec le sud. C'est fantastique ce que vous faites. Félicitations. Puis, on va continuer la discussion. Ben non, Merci. c'est avec grand plaisir et surtout, ben, si vous avez d'autres questions ou des fois, ben, quand on est sur les webinaires comme ça, on n'ose pas poser nos questions. N'hésitez pas, vous pouvez nous trouver ben, sur les réseaux sociaux, TrueSun, vous pouvez nous joindre sur notre site internet ou vous avez aussi mon adresse courriel innovation@truesun.ca. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise, nous on est là pour ça, on répond à toutes les questions, donc n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera bien plaisir. Super. Merci. Ben, merci à vous, passez tous une belle journée. À vous-même. Au revoir. Bye, tout le monde.